Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. Notre invité aujourd'hui, après un référendum qui a conclu au Brexit, après un sommet européen aussi mardi et mercredi où les 27 se sont interrogés sur leur avenir, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Harlem Désir. Bonjour. Bonjour Caroline de Camaret. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes de la France. Vous suivez bien sûr ce dossier de très près, puisqu'il commence à préoccuper sérieusement les Européens. Alors, dernier rebondissement en date, il y a eu jeudi cette course aux candidatures au sein des conservateurs. Désormais, le très pro-Brexit, Boris Johnson est out. Il ne sera pas candidat au 10 Downing Street. C'est Theresa May, dite aussi la dame de fer, qui probablement fait la course en tête. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements ? À l'issue de cette primaire au sein du Parti conservateur sera désigné le prochain Premier ministre britannique. Nous connaissons bien Theresa May en France, puisqu'elle est actuellement ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni et qu'elle est donc une interlocutrice avec laquelle nous avons travaillé, en particulier sur Calais. Et Bernard Cazeneuve et elle ont fait en sorte que le contrôle de la frontière se passe dans les meilleures conditions. C'est une personnalité qui a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni, même si elle était traditionnellement plutôt parmi ceux que l'on dit eurosceptiques dans le Parti conservateur. Mais je crois qu'elle est une personnalité qui a conscience de l'importance des coopérations européennes. Mais moi, je ne veux pas intervenir dans la primaire d'un autre pays et d'un parti d'un autre pays. Mais je commence simplement parce que c'est une star partenaire. Brexit is Brexit, ce sont ces termes exacts. Et nous allons activer le fameux article 50 de la clause de divorce qu'il faut mettre en place. Nous allons l'activer avant la fin de l'année. Est-ce que ça, vous l'entendez? Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est trop tard? Bon, je crois que ça, c'est très important. Et c'était d'ailleurs le message que le président de la République avait tenu à faire adopter par le Conseil européen, notamment avec la chancelière après qu'il soit rencontré avec le président du Conseil italien à Berlin au début de la semaine, c'est qu'il faut de la clarté. Et à partir du moment où un pays est amené à quitter l'Union européenne, il y a un article dans les traités qui permet de négocier d'une façon ordonnée, selon nos règles, la sortie de l'Union européenne. C'est l'article 50. Et pour cela, il faut que le Premier ministre britannique notifie auprès des institutions européennes qu'il veut sortir selon l'article 50, qui va permettre une négociation qui va ensuite durer 2 ans sur à la fois les conditions de la sortie du Royaume-Uni et les futures relations qui s'établiront entre le Royaume-Uni, qui sera devenu un État tiers, et l'Union européenne. Et il fallait absolument qu'il y ait une unité des Européens pour émettre ce message vis-à-vis du Royaume-Uni. Et c'est très important qu'aujourd'hui, les personnalités britanniques qui peuvent être demain amenées à assumer des responsabilités de premier plan, peut-être Premier ministre, disent qu'évidemment, le Royaume-Uni respectera ce choix démocratique de ses citoyens en activant cet article 50. Alors justement, le mercredi, quand les 27 se sont retrouvés à 27, justement, c'était ça peut être en effet précurseur de ce que seront les prochains sommets européens. Ils ont insisté sur la réponse à apporter. Alors, faut-il aller plus ou moins vite? Peut-être qu'il y a des petites nuances entre les pays. Et puis surtout, faut-il avoir une approche très intégrée de ce Royaume-Uni par rapport au marché unique? Mais alors, à ce moment-là, il faudrait qu'il accepte aussi ce qui va avec, payer son écho au budget européen et la libre circulation des migrants européens qui a fait l'objet de la campagne. Ce qui a été dit aussi avec nécessaire clarté vis-à-vis du Royaume-Uni, c'est que quand le Royaume-Uni sera sorti, et donc il va négocier les conditions de sa sortie et les futurs arrangements qu'il aura avec l'Union européenne. S'il veut continuer à accéder au marché intérieur, comme c'est le cas aujourd'hui pour des pays qui sont hors de l'Union européenne, mais qui sont géographiquement en Europe, la Suisse, la Norvège, il devra accepter les 4 libertés de circulation. La liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, mais aussi des personnes. Et si un État tiers veut un accord avec l'Union européenne qui est avantageux pour lui sur le plan économique, il doit accepter un certain nombre d'obligations en contrepartie. Ceux qui ont fait la campagne du Leave, évidemment, ne veulent pas entendre parler de cette circulation des Polonais, des Bulgares, en particulier de travailleurs d'Europe de l'Est, etc. Ça a été d'ailleurs l'un des gros thèmes de campagne, avec un mélange d'ailleurs de tout type d'immigration, réfugiés, etc. Il y a eu beaucoup d'amalgames.
Oui, mais il faut qu'il y ait de ce point de vue aussi une certaine fermeté de la part de l'Union européenne. Parce qu'il faut aussi que ce qui s'est passé fasse réfléchir tous ceux qui proposent avec démagogie et parfois une certaine légèreté de quitter l'Union européenne, de quitter l'euro, d'organiser des référendums. Il y en a aussi en France, on les connaît. Pensez au Front National, bien sûr, de Marine Le Pen. Mais est-ce qu'elle n'est pas relancée avec un cas concret qui se présente? Dans les consultations que le président de la République a organisées avec les responsables des partis politiques suite au vote britannique, il les a reçus à la fin de la semaine dernière, la leader du Front National a dit très clairement que ce qu'elle proposait pour la France, c'est un référendum du même type que celui du Royaume-Uni. Et que si un tel référendum qu'elle souhaite était organisé, la position qu'elle défendrait, ce serait la sortie de la France de l'Union européenne. Donc vous voyez ce que ça veut dire. On voit, et ça doit être une leçon de choses, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui un pays qui fait cette expérience. La crise politique, la crise économique, le risque d'une scission d'une des régions, l'Écosse. Donc il faut qu'il y ait de la clarté. Et il faut le dire très clairement aussi par rapport au Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, qui va sortir maintenant de l'Union européenne. S'il souhaite demain avoir un accord commercial avec l'Union européenne, il y aura des contreparties et ça ira même jusqu'à devoir continuer à financer des politiques européennes. Pour ce qui est de la Suisse et de la Norvège, par exemple, elles ont un accord pour accéder au marché intérieur, mais elles participent au financement de plusieurs politiques européennes. La situation économique va pas bien. Mais est-ce que dans 6 mois, on n'aura pas, finalement, quand ce nouveau Premier ministre ou Première ministre britannique activera la fameuse clause de divorce, on n'en aura pas déduit, puisque ça a traîné, et qu'en attendant, les Britanniques sont toujours membres du club, que ça ne va pas si mal que ça, et peut-être que l'exemple ne sera pas tout à fait probant pour les eurosceptiques de tous acabit qui souhaitent démontrer que ça marche. Mais de toute façon, il faut souhaiter que la situation économique du Royaume-Uni se rétablisse. Et c'est souhaitable pour le Royaume-Uni et pour ses habitants. Et c'est souhaitable pour l'Union européenne, parce que nous sommes des partenaires, quoi qu'il en soit. Nous sommes des voisins, nous continuerons à avoir des échanges économiques, des échanges commerciaux. Et pour ce qui est de la France, nous avons beaucoup de relations bilatérales dans des domaines très importants. La politique de défense, par exemple, la politique énergétique. Mais je mentionnais aussi les politiques de migration. Et évidemment que le Royaume-Uni, il faut l'espérer, se remettra de ce choc. Mais ce choc, il faut quand même être là et le mesurer, parce qu'il montre aussi à quel point l'Europe, on peut la critiquer quand on est dedans, mais elle est une protection. Et il faut aussi tirer des leçons du vote des citoyens britanniques. C'est vrai qu'il y a des mécontentements qui sont exprimés dans ce référendum, qui s'exprimeraient certainement dans d'autres pays. L'establishment européen, oui, britannique. Contre les élites, contre l'establishment, contre la mondialisation et le sentiment que l'Europe ne protège pas de cette mondialisation. On a vu les fractures géographiques entre Londres et le reste de l'Angleterre. Par rapport à l'immigration et au sentiment d'une Europe qui ne protège pas assez. Bon, même s'il faut refuser le populisme qui désigne à la vindicte tous les étrangers, tous les immigrés. L'Europe, c'est aussi des valeurs, c'est aussi savoir accueillir des réfugiés. Mais donc, le président de la République, la France, avec ses partenaires, a proposé qu'en plus de bien organiser la sortie du Royaume-Uni, on travaille sur la relance nécessaire de la construction européenne en apportant des réponses à ces inquiétudes. La sécurité, le contrôle des frontières, la politique de défense commune aussi, parce que l'Europe est environnée de crises très importantes, et puis la croissance, l'emploi, la jeunesse. Justement, parlons de ce contrôle des frontières avec ce gros dossier franco-britannique depuis des années qu'est Calais. En effet, il y a eu avant cette campagne référendaire la menace brandie par la France d'ouvrir les vannes à Calais. Et puis maintenant, on part tout de suite en direction de cette ville côtière de Calais pour prendre le pouls de la situation aujourd'hui avec Inès Olagaray. On regarde. Le gouvernement a clos le débat. Le Brexit ne change en rien le traité franco-britannique du Touquet, conclu en 2003. Remettre en cause l'accord du Touquet au prétexte que le Royaume-Uni a voté le Brexit et va engager donc des négociations pour sortir de l'Union européenne n'a pas de sens. La frontière à Calais est fermée et a vocation à le demeurer. L'accord du Touquet place la frontière entre la France et le Royaume-Uni à la ville de Calais. Une mesure qui permet d'effectuer des contrôles au départ du territoire français et de freiner l'immigration clandestine outre-Manche. Mais pour les élus locaux, le Brexit change la donne. C'est aux Anglais d'assumer leurs responsabilités. Ils ont fait un choix souverain. Nous demandons maintenant à ce que l'on change la donne qui était née des accords du Touquet. Les Britanniques doivent montrer en fait que leur politique d'immigration est ferme, chose qui ne passe pas aujourd'hui en termes de messages par rapport aux passeurs et aux migrants.
Natacha Bouchard réclame l'installation d'un camp de migrants sur le sol britannique et le démantèlement de la jungle de Calais. D'après les associations qui y travaillent, près de 6000 personnes vivent toujours dans ce camp de fortune, en attendant de trouver un moyen de rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, Harlem Désir, en effet, Calais, qui reste un problème franco-britannique, et la demande des élus locaux, notamment, d'engager le bras de fer avec le Royaume-Uni. La France n'y tient pas apparemment sur ce dossier. Mais d'abord, il faut rappeler que les accords du Touquet, ils datent de 2003. Donc, ils ont été signés par des gouvernements et des majorités précédentes avec le Royaume-Uni. Ces accords, ils ont amené le Royaume-Uni à s'engager davantage dans le financement de la sécurisation de la frontière du côté français, à partir du moment où il n'accepte pas un certain nombre de migrants qui souhaiteraient venir au Royaume-Uni et où on sait que si ces migrants prenaient le tunnel ou prenaient des ferries, ils seraient renvoyés en France, puisqu'ils n'auraient pas l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni. Lorsque certaines personnes laissent entendre que l'on pourrait remettre en cause les accords du Touquet, c'est-à-dire considérer qu'il faut laisser passer, ça voudrait dire quoi? On laisserait des bateaux partir dans la Manche et on assisterait à des naufrages, comme c'est le cas en Méditerranée, ou qu'on laisserait des gens essayer de monter sur les camions, sur les trains? Ça a été une menace brandie par le gouvernement avant le Brexit en disant attention, est-ce que ça ne va pas changer nos Bernard rapports? Cazeneuve, qui est le ministre qui est en charge de cette politique, comme le président de la République ou le Premier ministre, ont toujours été clairs avec le fait qu'on ne remettrait pas en cause ces accords du Touquet. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir une coopération avec les Britanniques sur la façon dont ils contribuent, et ils le font. Et le président de la République a obtenu, lors du dernier conseil franco-britannique, conseil des ministres franco-britannique à Amiens au mois de mai, qu'il y ait une contribution de 20 millions d'euros supplémentaires pour aider à la sécurisation de l'entrée du tunnel et pour appuyer la France dans la façon dont elle doit accueillir des réfugiés. Mais si demain, on laissait entendre qu'il est possible de passer par Calais en Grande-Bretagne, ce serait un appel d'air. Mais oui, on n'aurait pas 5 000 personnes, on aurait 20 000 personnes qui viendraient. La France, au dernier Conseil, a beaucoup insisté sur une initiative européenne, un rebond, et en particulier, elle a cité le domaine de la sécurité et même de la défense, alors qu'on sait bien que son partenaire principal était le Royaume-Uni, qui est aussi une très très grosse armée, une puissance nucléaire comme elle, et donc maintenant, ça va être essentiellement l'Allemagne. C'est un appel du pied vis-à-vis des Allemands pour qu'ils investissent davantage dans la défense qui est beaucoup moins soutenue en termes de PIB qu'en France. Oui, mais c'est intéressant de voir que cet appel, il a été lancé avec l'Allemagne et même l'Italie lors de cette réunion de Berlin, dans une déclaration commune du président, de la chancelière et du président du Conseil des ministres italien. Et c'est vrai que l'Allemagne, je crois, a une réflexion depuis plusieurs années sur sa responsabilité internationale et sur le fait que nous sommes collectivement, l'Europe, la France, l'Allemagne et les autres, confrontés à l'instabilité du monde qui nous environne. Les principales crises internationales sont situées autour de l'Europe, à part peut-être la Corée du Nord. La crise en Ukraine et avec la Russie, la situation au Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak et l'effet que ça a eu sur l'Europe, directement avec l'arrivée des réfugiés, mais aussi le terrorisme, la situation en Méditerranée, en particulier en Libye, ce qui se passe au Sahel. Et donc, il y a la prise de conscience que l'Europe, dans le monde d'aujourd'hui, doit prendre en charge sa sécurité. L'OTAN continue à exister, il va même y avoir un sommet à Varsovie. Nous continuerons à coopérer avec les Britanniques et nous avons un accord dit de Lancaster House qui est préservé. Il n'est pas lié à l'Union européenne, mais l'Europe, collectivement, ne peut pas considérer qu'elle va s'occuper uniquement de son marché, de sa monnaie et qu'elle ne s'occupera pas de sa sécurité parce que personne ne s'en occupera à sa place. On a aussi beaucoup entendu François Hollande parler d'harmonisation fiscale et sociale nécessaire de l'Europe. Mais là, on reconnaît quand même qu'il a une campagne, en tout cas que la France va rentrer en campagne pour 2017, avec évidemment une campagne d'un gouvernement social-démocrate d'un côté, et puis côté allemand, il y a aussi des élections cette année-là, et ce sont les chrétiens démocrates, notamment Angela Merkel, qui va remettre son mandat en jeu. Alors est-ce que là, vous ne sentez pas qu'il y aura des dissonances sur ce que doit être l'impulsion européenne, justement à cause de ces campagnes électorales? Il y aura peut-être un débat qui sera lié aux sensibilités politiques, mais je crois que la France, l'Allemagne et d'autres sont des pays qui ont un très haut niveau social. Et nous ne pourrons pas continuer à avoir des avancées de la construction européenne si les citoyens ont le sentiment qu'il y a un dumping social
au sein de l'Union européenne et en particulier au sein de la zone euro. Et donc je crois que l'harmonisation sociale et fiscale, la convergence des niveaux de développement économique et sociaux vers le haut, la lutte contre les abus concernant le détachement des travailleurs. Nous sommes pour le principe de la liberté de circulation, mais à condition que ce soit salaire égal à travail égal sur le même lieu de travail et qu'on ne vienne pas essayer de contourner le salaire minimum ou les conventions collectives. Donc je crois que sur cet agenda de convergence sociale se joue beaucoup du soutien des citoyens à l'intégration européenne. Vous croyez à ce sursaut? Alors, juste dernière question, peut-être, puisqu'on a vu que l'Union européenne s'interrogeait sur ses rapports à l'Écosse, qui, elle, a voté très majoritairement pour rester dans l'Union européenne, avec ce déplacement aussi mercredi de Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, qui voulait dire à Bruxelles qu'elle souhaitait rester dans le club. Quel message clair envoyer aux Écossais, puisqu'on est en train de divorcer du Royaume-Uni, mais que le Royaume se désunit peut-être aussi? Oui, nous le voyons, effectivement, ça peut être une des conséquences de ce référendum. Et c'est pourquoi il faut bien réfléchir à la façon dont chaque force politique veut se situer par rapport à son appartenance à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous négocions avec le Royaume-Uni, avec un État membre qui est le Royaume-Uni. C'est à lui de voir comment il associe l'Écosse à cette discussion. Et évidemment, il ne nous revient pas à nous de nous immiscer dans un débat qui est celui qui concerne l'unité d'un État membre. Merci Harlem Désir d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.